Le rendez-vous du midi sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. Après son élection à la tête de la Fédération algérienne de football, le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit le nouveau président Walid Sadi. Dans les territoires occupés de la Palestine, des centaines de colons extrémistes investissent l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. En pleine tension entre Yerevan et Bakou, des réfugiés du Haut-Karabakh arrivent dans la ville arménienne de Goris. Quelques jours après l'attaque contre l'ambassade cubaine à Washington, le bureau ovale qualifie les faits d'inacceptables. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu en audience le nouveau président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi. Le président Tebboune a présenté sa vision du développement et de la relance du football algérien selon le communiqué de la présidence algérienne. Le président de la République a insisté sur ce point tout en félicitant le nouveau président de la FAF et en l'encourageant à atteindre cet objectif. Au Mali, l'autorité de transition s'attend à un léger retard des élections présidentielles prévues initialement au mois de février, et ce pour des raisons techniques, a déclaré lundi Bamako, promettant un nouveau calendrier à une date ultérieure. Le Mali devait organiser le premier tour le 4 février 2024 et un second tour 2 semaines plus tard. Les dates de l'élection présidentielle initialement prévues pour le dimanche 4 février 2024, le premier tour, et le dimanche 18 février 2024, le second tour, éventuellement, connaîtront un léger report pour des raisons techniques. Notamment, le gouvernement de la transition précise que les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet de communiqués ultérieurement après échange avec l'autorité indépendante de gestion des élections. On reste dans la région, un mouvement populaire de grande ampleur qui a secoué le Niger depuis le mois de juillet dernier, revendiquant le départ des troupes françaises. Un départ interprété comme un nouvel échec de Paris pour beaucoup d'observateurs. Sofiane Baroudi. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Le retrait de Sylvain Été, ambassadeur de France à Niamey, est à présent entériné. Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé à la télévision. Le diplomate devrait quitter le pays africain incessamment sous peu. Les quelques 1500 soldats français stationnés au Niger devraient également quitter le pays à la fin de cette année, selon le mandataire français, qui a également annoncé la fin de la coopération sécuritaire et militaire de longue haleine entre la France et le Niger. Après une longue crise entre les deux pays, ponctuée de tensions ponctuelles et marquant le paysage politique, qui a succédé au putsch du 26 juillet dernier. Pour rappel, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au pouvoir à Niamey, a dénoncé les traités de coopération qui liaient le Niger et la France, choisissant d'y mettre un terme, comme il a décidé d'expulser l'ambassadeur français du pays. Le CNSP a également émis une interdiction de survol du territoire aux avions français dimanche dernier. Un mouvement populaire de grande ampleur secoue le pays depuis 2 mois, dénonçant le dispositif néocolonial et revendiquant le retrait des troupes françaises du Niger. Cette séquence entérine ce qui est qualifié par beaucoup d'observateurs comme une défaite stratégique majeure de Paris, qui a dû se retirer du Burkina Faso et du Mali sous la pression populaire et à la demande des autorités de transition. L'effondrement du dispositif du G5 Sahel est désormais une réalité palpable. Toutefois, la présence militaire française en Afrique demeure via un réseau de plusieurs bases implantées dans quelques pays de la région, et notamment au Tchad. Même si un redéploiement hypothétique sera compliqué pour de nombreuses raisons, les opinions publiques relèvent plusieurs griefs en question, notamment l'inefficience de la France dans la lutte contre le fléau terroriste, en nette augmentation, particulièrement dans la zone des 3 frontières, mais également des accusations récurrentes des forces vives de nombreux pays africains autour de la responsabilité de Paris dans la perpétuation du sous-développement endémique au Sahel, région pourtant très riche en ressources naturelles.
Et le régime en place depuis le 27 juillet dernier a pris la décision samedi dernier d'interdire son espace aérien aux avions français qui restent ouverts à tous les vols commerciaux, nationaux et internationaux à l'exception des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte Air France, précise un communiqué de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique. En Libye, le parquet général a ordonné le placement en détention provisoire de 8 responsables dans le cadre d'une enquête sur la rupture de 2 barrages ayant entraîné les inondations meurtrières de Derna. C'était le 10 septembre dernier. Les mis en cause sont soupçonnés, entre autres, de mauvaise gestion et de négligence. Direction le Proche-Orient, des centaines de colons ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Les colons s'y sont introduits sous une protection des forces d'occupation. L'invasion de la mosquée Al-Aqsa par des extrémistes sionistes est devenue récurrente. Les colons y viennent souvent pour profaner l'enceinte de la mosquée et improviser sur place des rituels talmudiques. Dans les territoires occupés de la Palestine, toujours 6 Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation en Cisjordanie. Des sources locales ont indiqué que les soldats d'occupation ont pris d'assaut la ville de Silwad, à l'est de Ramallah, et ont procédé à l'arrestation de 4 jeunes Palestiniens après la perquisition de leur maison. 2 autres Palestiniens ont été interpellés par les autorités d'occupation au niveau d'un barrage militaire à l'entrée de la ville Al-Khalil. Pour l'agence l'AIEA, l'Iran ne pourra prouver que son programme nucléaire est pacifique que si Téhéran coopère pleinement avec l'organisme de surveillance des Nations Unies, a déclaré le chef nouvellement réélu de l'AIEA à Vienne, Raphaël Grossi. Il a déclaré à la 67e conférence générale que son organisation avait besoin de garanties crédibles. Dans son discours, Grossi a salué la sécurité de l'énergie nucléaire, qu'il a qualifiée de plus sûre que presque toutes les autres sources d'énergie. Seule une coopération totale de l'Iran et des résultats tangibles nous permettront d'obtenir des assurances crédibles que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique. L'énergie nucléaire est plus sûre qu'elle ne l'a jamais été, et elle est plus sûre que presque n'importe quelle autre source d'énergie. Cela est dû en grande partie à l'engagement sur le terrain et le rôle de l'AIEA. Cette année marque le 65e anniversaire des normes de sécurité de l'agence. Aujourd'hui, elle utilise activement ces normes, son mandat statutaire, ses reconnaissances scientifiques et sa portée mondiale pour contribuer à protéger l'environnement des conséquences d'un accident nucléaire. Nous vous le disions en titre, la tension persiste toujours autour de la région du Haut-Karabakh, disputée entre Bakou et Yerevan. Beaucoup d'Arméniens tentent de fuir la région. Au total, 13 000 civils ont déjà quitté l'enclave. Le point avec Naïla Aït Hamouda. Une explosion dans un dépôt de carburant a secoué hier le Haut-Karabakh et fait au moins 20 morts et plus de 280 blessés selon les autorités de l'enclave. Le drame a eu lieu en plein exode de milliers d'habitants tentant de faire le plein de leurs voitures avant de prendre la route de l'exil. L'enclave se vide de ses habitants. À la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les réfugiés du Haut-Karabakh arrivent chaque jour par centaines. Ils sont convaincus qu'il s'agit d'un voyage sans retour. Nous ne savons pas ce qui nous arrivera ensuite. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Il n'y a pas une seule chance de revenir en arrière. S'il y avait des chances, nous ne partirions pas du tout. C'est très dangereux là-bas. 13 000 Arméniens ont déjà fui le Haut-Karabakh, soit un peu plus de 5% de la population de ce territoire qui comptait jusqu'ici 120 000 habitants. Ils disent craindre un nettoyage ethnique de la part de l'Azerbaïdjan malgré les assurances de Bakou de respecter les droits des Arméniens qui resteront dans l'enclave. Pendant ce temps, le gouvernement arménien se dit prêt à accueillir 40 000 familles. Dans ce contexte, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, pour discuter des derniers développements dans la région du Haut-Karabakh que Bakou a repris aux séparatistes arméniens. Erdogan a effectué une visite d'une journée à l'enclave autonome de Nakhichevan en Azerbaïdjan.
une bande de territoire azéri nichée entre l'Arménie, l'Iran et la Turquie. Il y a 5 jours, nous avons pleinement assuré et restauré notre pleine souveraineté grâce aux mesures antiterroristes adoptées en moins de 24 heures. L'armée arménienne, qui était illégalement installée sur le territoire de l'Azerbaïdjan, s'est rendue. Elle a accepté nos conditions et ainsi, l'Azerbaïdjan a pleinement assuré la souveraineté de son propre gouvernement. Les habitants de la région du Karabakh sont des citoyens azerbaïdjanais, quelle que soit leur nationalité. Leur sûreté, leur sécurité et leur bien-être seront assurés par l'État azerbaïdjanais. De nouvelles fenêtres d'opportunité pour une normalisation globale dans la région ont été ouvertes avec la dernière victoire. Je pense que cette opportunité doit être utilisée. Nous espérons que l'Arménie prendra la main de la paix qui lui a été tendue et prendra des mesures sincères maintenant. De leur côté, de hauts responsables de l'administration Biden sont arrivés en Arménie avec la visite de la chef de l'Agence américaine pour le développement international, Samantha Power, et du secrétaire adjoint par intérim du département d'État américain pour l'Europe et les affaires eurasiennes, Yuri Kim, est la première des hauts responsables américains en Amérique depuis l'instauration d'un cessez-le-feu la semaine dernière. La délégation est venue affirmer le soutien des États-Unis à la démocratie, selon une déclaration de l'un des responsables américains. Et pour Washington, la mise en place d'une mission internationale est désormais nécessaire afin d'assurer les habitants de cette région, selon Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain. Nous pensons qu'il devrait y avoir une mission internationale pour assurer la transparence, rassurer et donner confiance aux habitants du Nagorno-Karabakh et à la communauté internationale que leurs droits et leur sécurité seront protégés conformément à la déclaration publique faite par l'Azerbaïdjan. 2 cocktails Molotov ont été lancés sur l'ambassade cubaine à Washington. Une attaque qualifiée de terroriste par la Havane est inacceptable pour les États-Unis. L'ambassadrice Elianis Torres Rivera a déclaré que l'ambassade avait immédiatement communiqué avec les autorités américaines qui ont eu accès à la mission pour prélever des échantillons de cocktails Molotov. Il s'agit de la 2e attaque contre la mission cubaine à Washington ces dernières années. Un homme avait ouvert le feu sur le bâtiment au mois d'avril 2020 sans faire de blessés. Dans un contexte économique tendu, notamment autour de la commercialisation des voitures électriques, le commissaire européen au commerce est depuis 4 jours en Chine. Pour Pékin, l'Union européenne et la Chine ont mené un dialogue économique productif. Le représentant européen a regretté le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine, près de 400 milliards d'euros par an. Pour la diplomatie chinoise, il est impératif de créer un environnement favorable à la sécurité universelle avec l'adhésion au principe de la résolution des conflits par le dialogue et la consultation. Nous devons créer un environnement favorable à la sécurité universelle. Il est essentiel que nous défendions une conception de la sécurité commune, globale, coopérative et durable. Que nous adhérions au principe de la résolution des différences et des différends entre les pays par le dialogue et la consultation. Que nous fassions face aux préoccupations légitimes des uns et des autres en matière de sécurité et que nous nous opposions à l'expansion inconsidérée des alliances militaires et à la réduction de l'espace de sécurité d'autres pays. On reste dans la région. La Corée du Sud a organisé mardi à Séoul son premier grand défilé militaire depuis 10 ans avec une participation américaine inédite. Une démonstration de force au moment où les tensions avec son voisin du Nord sont à leur comble. Quelques 6700 soldats ont participé à cette parade en plein cœur de Séoul, acclamée par une foule abritée et agitant des drapeaux sud-coréens. Les organisateurs ont déployé des tanks, des drones et des missiles lors de ce défilé militaire.
Le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé lundi son homologue de Guyana, Irfan Ali, à se réunir très rapidement dans un contexte de tension accrue entre les deux pays sur l'Essequibo, territoire riche notamment en pétrole que le Venezuela revendique comme sien. Les deux pays se livrent un duel diplomatique depuis que la Guyana a lancé des appels d'offres pétroliers pour des blocs offshore dans les eaux de l'Essequibo. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.